Ils ont perdu toute justification pour cette guerre, jusqu'à ce qu'on en arrive là, après une série de négociations autour d'un protocole d'accord qui aurait été favorable à l'Iran. S'ils n'avaient pas eu affaire à la force la plus perfide de la planète, celle qui n'a toujours pas respecté le traité des Black Hills. Et maintenant, la guerre repose sur la volonté d'ouvrir le détroit d'Ormuz. En gros, la guerre contre l'Iran vise à revenir au statu quo d'avant le 28 février, quand l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique, a été assassiné dans son bureau avec toute sa famille. Cette guerre n'a plus aucun sens. Et vous tous, ici dans cette salle, je suppose que vous faites d'une manière ou d'une autre partie du mouvement pacifiste aux États-Unis. Ce mouvement pacifiste, aujourd'hui, c'est la majorité américaine. D'après un nouveau sondage du Washington Post et d'Ipsos. D'après ce nouveau sondage, seulement 26% des Américains voient un quelconque intérêt à cette guerre ou pensent qu'elle en vaut la peine. Et franchement, je dirais que 100% d'entre eux, ce sont des boomers de Fox News et ces deux dames dehors. Donc en gros, personne en dehors de ce petit groupe ne soutient cette guerre. Mais si on veut comprendre ce qui va se passer ensuite, ou ce qui façonne la politique iranienne, on ne peut pas le faire sans aller sur place. C'est pour ça que j'y suis allé. J'y suis allé avec un visa de presse. Le ministère iranien des Affaires étrangères ouvrait le pays aux médias pour des funérailles, qui se sont révélées être peut-être le plus grand rassemblement de l'histoire humaine. 35 millions de personnes venues pleurer la mort d'Ali Khamenei et honorer son héritage dans environ 6 villes, dont 2 en Irak. Et franchement, on ne pourrait pas comprendre ce qui se passe dans la population iranienne sans y avoir été. Ce que j'ai vu, c'était une indignation pure, brûlante, une colère juste et un désir de vengeance conforme aux principes de l'idéologie chiite et à la tradition chiite qui remonte à la bataille de Karbala. Donald Trump est perçu comme Yazid. C'est la bataille de Karbala, tout simplement. Et la mort de l'ayatollah Khamenei a profondément touché le cœur et l'esprit de millions d'Iraniens ordinaires, dont on nous disait qu'ils n'existaient pas avant le 28 février. Ils sont descendus dans la rue pour le montrer. Et ils n'ont eu aucun scrupule à brandir des pancartes disant qu'il fallait tuer Trump. C'est ce qu'ils veulent. C'est ça, la justice. Franchement, ça me fait un peu peur, tu vois. On vit une période tendue. Il y a des gens ici qui sont sur la liste. The Grey Zone s'oppose formellement à toute violence politique et rejette toute forme d'assassinat. Mais le fait est que c'est Israël qui a commencé et qu'Israël transforme des appareils de communication ordinaires en armes. En gros, c'est leur faute. Et puis Donald Trump a, disons, ouvert quelque chose qui n'existait pas avant. Tout a commencé avec l'assassinat de Qassem Soleimani, le général de division Qassem Soleimani, c'était en 2019. Non, 2020, pardon. C'était la deuxième personnalité la plus importante d'Iran, le chef de la force Al-Quds. Il avait vaincu Daesh. Il défendait l'Iran contre les menaces salafistes djihadistes soutenues par la CIA. Et il était très aimé par beaucoup d'Iraniens. Et ça a déclenché à la fois une escalade et une transformation d'une partie de la population iranienne, y compris chez ceux qui étaient peut-être simplement des soutiens modérés de la République islamique ou des opposants modérés. Ils ont commencé à se dire qu'il y avait un vrai problème quand on en arrive à tuer des dirigeants, surtout après qu'ils avaient coopéré avec les États-Unis pour tenter d'éliminer Daesh. La réponse de l'Iran n'a pas été à la hauteur, elle n'a pas suffi. En réalité, c'était une frappe symbolique sur la base américaine d'Al-Assad, en Irak. Et d'une certaine manière, ça a donné aux États-Unis le feu vert pour d'autres assassinats. Beaucoup d'assassinats ont eu lieu en juin 2025,
quand Israël a lancé la guerre de 12 jours, une attaque surprise en plein milieu des négociations américaines, alors que les États-Unis servaient en fait de couverture à des assassinats de civils. Ce sont des figures historiques en Iran. Ali Hajizadeh, par exemple, celui qui a conçu les frappes de la véritable promesse en tant que chef de la division aérospatiale des gardiens de la Révolution. Mohammad Bagheri, issu de la célèbre famille Bagheri, ce sont les héros militaires de la guerre Iran-Irak. En fait, c'est un peu le « who's who » du commandement des gardiens de la Révolution. Ceux qui ont conduit l'Iran à travers ce qu'ils appellent la guerre de la défense sacrée, une guerre existentielle. Donc là encore, c'est comme enfoncer le couteau un peu plus profondément dans la psyché iranienne, les provoquer. Puis, avec l'opération Epstein Fury, il y a eu encore plus de morts, pas seulement Ali Khamenei, mais aussi, dès le premier jour, un événement que tout le monde connaît. La frappe délibérée sur l'école de Minab, une école de filles, qui a tué 168 personnes, principalement des écolières, des enseignantes, du personnel et même un gardien. Toutes les personnes à qui j'ai parlé en Iran sont convaincues que c'était délibéré. L'une des raisons, c'est que beaucoup de ces enfants étaient en fait les enfants d'officiers des gardiens de la Révolution, et ils pensent que c'était une provocation. Des joueuses de volley-ball s'entraînaient à Lamar, dans un stade, et Lockheed Martin aurait choisi de tester son nouveau missile de croisière à guidage de précision en frappant ce match de volley. Peut-être une vingtaine d'écoliers ont été tués, toute une équipe de volley-ball. Et ensuite, la direction iranienne a de nouveau été visée, traquée, y compris des responsables élus, comme l'ancien président du Parlement et chef du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Larijani, une autre figure très respectée en Iran. Je suis allé au mausolée de l'imam Reza, en plein centre de Téhéran. Le premier tombeau là-bas était celui de Fakhrizadeh, le responsable du programme nucléaire iranien, souvent considéré comme l'Oppenheimer de l'Iran. Il a été assassiné en 2021 par le Mossad, qui avait installé une mitrailleuse télécommandée sur une autoroute et utilisé des intermédiaires locaux pour le tuer alors qu'il se déplaçait avec son convoi. J'ai vu tout le mur. J'ai visité cet endroit en 2025. Il était couvert de portraits du panthéon de la direction iranienne, politique, militaire, tous des dirigeants qui avaient été assassinés. Et c'est un peu comme le panthéon situé juste en dessous de Khamenei, que beaucoup de personnes à qui j'ai parlé décrivent comme un père, un guide, un enseignant religieux. Imaginez qu'un État étranger, complètement hors de contrôle, aille assassiner le pape. Imaginez ce que ressentiraient des millions de catholiques. Franchement, c'est presque impossible de décrire la profondeur de la colère que j'ai vue là-bas. J'ai assisté au premier jour des funérailles, et on peut d'ailleurs me voir y entrer avec le professeur Mohamed Morandi. On sent tout de suite l'atmosphère, ce que c'était de pénétrer dans le Mosala, la grande mosquée de Téhéran. Et vous savez, une fois à l'intérieur, je n'étais pas préparé à ce que j'allais vivre. Morandi, lui, est quelqu'un de très calme, très cultivé, plutôt centriste dans le paysage politique iranien. Il essaie d'éviter de prendre parti. Mais dès que je me suis éloigné de lui, hors caméra, c'est là que j'ai commencé à comprendre la tristesse et la colère qui régnaient. J'ai assisté au troisième jour des funérailles, après que le cercueil a quitté la place Azadi, qui se trouve au bout de la plus longue avenue d'Iran, l'avenue Azadi. J'y suis arrivé vers 1h, peut-être 2h de l'après-midi, sous une chaleur d'environ 40 degrés. Ma première halte, c'était à l'université Sharif, une école de sciences et de technologie. Vous savez, beaucoup d'étudiants issus de la classe moyenne supérieure ou de milieux aisés y étudient. On la considère un peu comme le MIT de Téhéran. J'ai pu y entrer grâce à un jeune professeur de physique très talentueux qui parlait anglais.
Il m'a montré le centre de recherche en intelligence artificielle qui avait été bombardé par les États-Unis, leur faisant perdre pour environ 500 millions de dollars de processeurs graphiques. C'était une attaque délibérée, destinée à freiner l'Iran et à imposer une sorte de monopole scientifique. C'était donc sur ma route. Ensuite, je suis retourné dans le cortège et on voyait encore des centaines de milliers de personnes affluer sous la chaleur de l'après-midi, bien après le départ du cercueil. C'était sans fin. Des gens brandissant des pancartes, réclamant vengeance. Plus tard dans la soirée, je suis allé dîner sur la place Tajrish, dans le nord de Téhéran, un quartier plus aisé où vivent beaucoup de personnes qui ne soutiennent pas la République islamique. Et là, il y avait un de ces rassemblements patriotiques qu'on a pu voir en vidéo, où des citoyens iraniens prenaient eux-mêmes l'initiative de sortir, soir après soir, pour montrer leur soutien à l'armée après que la guerre leur a été imposée. Ils organisaient leur propre rassemblement. On m'a accueilli dans un cercle de tambours. C'était un peu comme au parc Malcolm X, mais en plus intense, avec une musique appelée Daman, qui cherche à recréer les sons de la bataille de Karbala, avec d'immenses tambours qui rappellent les sabots des chevaux de guerre, et des cymbales qui évoquent le choc des épées. Et comment ça s'appelle? Comme une vuvuzela, ce genre de son, tu vois, les trompettes de guerre. Comment tu appelles ça? Voilà, c'est ça. Bon, ils m'ont laissé m'asseoir et j'ai commencé à parler aux gens devant la caméra. Vous verrez une partie de ça dans certains de mes reportages. C'est ce que beaucoup de femmes qui avaient tenu bon dans ces rassemblements sous les bombardements pendant plus de 120 nuits voulaient que je comprenne. L'une d'elles a levé une chaîne en or et m'a dit que c'était l'une des 1000 chaînes ou pièces d'or qu'ils essayent de rassembler comme prime pour la tête de Donald Trump, pour venger la mort de Qassem Soleimani. Franchement, on ne peut pas exagérer la colère qu'il y a là-bas. Et j'ai oublié de souhaiter la bienvenue à tous les agents du FBI en civil qui sont parmi nous ce soir. J'espère que vous prenez de bonnes notes. Des notes précises. Il me reste plus beaucoup d'appareils de toute façon. I only have so many devices left. How do you Comment comprendre cette colère, ce désir de vengeance sacrée? Eh bien, j'ai posé la question à plusieurs responsables iraniens, notamment au maire de Téhéran, Ali Reza Zaghani. C'est un conservateur, un ancien opposant du réformateur Massoud Pezeshkian, qui s'était présenté à la présidentielle. Il a aussi critiqué le mémorandum d'entente, et je dirais qu'il est sans doute plus proche de la base révolutionnaire de la République islamique que ne l'est le gouvernement réformateur actuel. Et voici ce qu'il m'a dit, en substance. Nous devons respecter la colère sacrée de la République islamique, et nous devons écouter la révolution. Mais la vengeance peut prendre une autre forme sur le plan politique. Elle peut consister, par exemple, à chasser les bases américaines de la région par la force. The most way. Cela pourrait prendre la forme, à un moment donné, de la libération de la Palestine. Mais au fond, ce qu'il m'a dit, et ce que beaucoup d'autres responsables ou personnes plus proches, disons du courant dominant de l'establishment, m'ont dit aussi, c'est que la vengeance, ce sera de défendre la souveraineté de l'Iran face à cette offensive. Et que le gouvernement, ainsi que la direction religieuse, maintenant Mojtaba Khamenei, qu'on n'a pas encore vu mais dont on a entendu parler, le gouvernement donc ne soutient pas l'assassinat comme politique officielle ou comme forme de vengeance. En gros, c'est au peuple de faire ce qu'il décidera de faire. Mais je pense que ça a quand même des conséquences très graves pour Donald Trump. Et voici 3 conséquences.
Premièrement, la détermination du peuple iranien est plus forte que jamais pour gagner cette guerre. Cela veut dire qu'il est prêt à supporter de graves ravages économiques que les États-Unis semblent décidés à lui infliger pour garder le contrôle du détroit d'Ormuz. Et les Iraniens suivront leur armée jusqu'au bout, y compris en participant à la défense du pays contre une invasion terrestre américaine, ce qui, à mon avis, serait une catastrophe pour les États-Unis. Deuxièmement, l'initiative du protocole d'accord était vouée dès le départ à être déchirée et détournée par les États-Unis. L'administration Trump a violé 8 points du protocole dès le début, surtout à travers les menaces que Trump lançait. C'est plus fort que lui. Il ne peut pas s'en empêcher. Mais ce que j'ai vu, et que tout le monde peut voir sur les images et les vidéos de la procession funéraire, c'est que le protocole d'accord ne pouvait pas satisfaire un public iranien qui n'avait plus aucune envie de négocier avec le meurtrier de leur chef, un homme qu'ils considèrent comme un guide, comme un père. Et en fait, ils ont crié sur le président Pezeshkian quand il est apparu à ce rassemblement, simplement parce qu'il osait poursuivre ces négociations. C'était vraiment l'histoire de la semaine. Et puis, troisième point, Donald Trump a reconnu qu'il y avait désormais une cible dans son dos. C'est quelqu'un qui a déjà survécu à 2 véritables tentatives d'assassinat. Enfin, beaucoup pensent qu'il y a des théories du complot autour de Butler, certains disant que c'était un coup monté interne, y compris la veuve de Corey Comparator, le pompier qui a été tué. J'ai ma propre opinion là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, Donald Trump, j'en parlerai un peu plus tard, j'ai d'ailleurs réalisé un long travail d'enquête sur la façon dont Israël a cherché à utiliser les tentatives d'assassinat comme une arme pour manipuler Trump. Aujourd'hui, les peurs de Trump liées à sa propre mortalité sont à leur comble. Il est convaincu que l'Iran est le plus susceptible de lui faire du mal. Cela veut dire qu'Israël peut exploiter cette peur, cette menace d'assassinat, pour le manipuler plus facilement. Et puis, deuxièmement, cela veut aussi dire que Trump fait face à une menace bien réelle, un peu comme Salman Rushdie à l'époque, sauf qu'il n'y a jamais eu de fatwa contre Donald Trump. Except there was no fatwa against Donald Trump. There's no fatwa, but there are millions of people. Il n'y a pas de fatwa, mais il y a des millions de personnes qui veulent se venger de lui pour avoir tué la personne la plus chère à leurs yeux. Et pas seulement de lui, mais aussi de sa famille, de son entourage proche et de tous ceux qui ont participé à l'assassinat de Qassem Soleimani, y compris Mike Pompeo. Alors, que se passe-t-il ensuite? Et qui est vraiment responsable de tout ça? Qui porte réellement la responsabilité? Est-ce qu'on croit vraiment que Donald Trump aurait fait tout ça si Myriam Adelson ne l'avait pas payé, ne l'avait pas soudoyé avec plus de 250 millions de dollars et n'avait pas été, avec son défunt mari, le magnat des casinos et chef de guerre du Likoud, Sheldon Adelson, la visiteuse la plus assidue de la Maison-Blanche? Est-ce qu'on croit vraiment que les États-Unis attaqueraient l'Iran en ce moment? The U.S. would be attacking Iran right now if Israel did not have full control over the Trump. Si Israël n'avait pas eu un contrôle total sur l'administration Trump, si Donald Trump n'avait pas servi de relais à l'influence israélienne, si son ancien directeur de campagne, Brad Parscale, n'avait pas versé 50 millions de dollars à des influenceurs MAGA, dans ce qui a été la plus vaste et la plus néfaste opération d'ingérence étrangère de l'histoire des États-Unis, pour saboter les négociations avec l'Iran. Est-ce qu'on pense vraiment que tout cela serait en train de se produire? Que des soldats américains mourraient sans l'influence d'un État étranger pratiquant l'apartheid? Moi, je ne le crois pas. Donc, si jamais il arrive quoi que ce soit à Donald Trump ou à quelqu'un de proche de lui impliqué dans ces tentatives d'assassinat aussi imprudentes qu'infructueuses et qui se sont retournées contre eux, ce sera le contre-coup de cette relation privilégiée avec Israël. Et Israël en portera une responsabilité indirecte. Voilà, c'est ma conclusion. So that's my takeaway.
Iran can't force the US to go to war. L'Iran ne peut pas forcer les États-Unis à entrer en guerre. L'Iran ne peut pas non plus pousser les États-Unis à adopter des politiques qui mettraient en danger leur sécurité nationale et ruineraient le bien-être économique de l'Américain moyen, celui qui conduit pour Uber ou qui essaie, pour reprendre les mots de George W. Bush, de mettre de la nourriture sur la table de sa famille. George W. Bush put food on their family. Israel can. Israël le peut. L'Iran n'est pas l'ennemi, c'est Israël. Et Israël vient d'ouvrir cette horrible boîte de Pandore où des millions d'Iraniens cherchent à se venger, pendant que des millions d'Américains peinent à trouver leur prochain repas. Nous avons donc maintenant la preuve ultime de la gravité et de la destruction causée par cet attachement passionné des États-Unis à Israël. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré mon message du 4 juillet depuis Téhéran. Quand je me tenais sur la place Tajrish ce jour-là, pendant que ma famille, chez nous, célébrait en tirant des feux d'artifice. Ce que j'ai toujours aimé dans le 4 juillet, c'est surtout les feux d'artifice illégaux qu'on faisait venir de Pennsylvanie. Mais le vrai message, c'était qu'on devrait relire le discours d'adieu de George Washington et prendre au sérieux son avertissement contre un attachement passionné à un État étranger, un attachement qui pourrait détruire l'Amérique de l'intérieur. Et on devrait aussi écouter les mots d'un parent d'un père fondateur, John Adams, son fils, John Quincy Adams, qui mettait en garde contre cette tendance à aller sans cesse à l'étranger chercher des monstres à abattre. Nos fondateurs, leurs fils, leurs neveux, ils ont lancé tellement d'avertissements qui résonnent encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'étais fier d'être là-bas, en Iran, en tant qu'Américain. Fier de construire ce pont, de faire ce travail de terrain et de montrer aux Américains ce que j'ai vu. Et maintenant, sur ce, je suis prêt à répondre à vos questions, jusqu'à ce que ce soit la soirée micro ouvert. Merci. Thank you. Alors, Max, je crois que l'un des moments les plus marquants, peut-être même les plus positifs, dans tout ce conflit, ce sont les vidéos Lego qui ont commencé à circuler. Je sais que tu as eu l'occasion de rencontrer les personnes qui ont travaillé dessus. Tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, c'était l'une des nombreuses interviews que j'ai pu faire. Et on ne peut pas montrer le visage du directeur d'Explosive Media, parce que cette personne pourrait être une cible des armées américaines et israéliennes, qui ont tué tant de journalistes, d'influenceurs et de simples citoyens. On s'est rencontrés dans un bureau, je ne sais pas si c'était le sien ou celui d'Explosive Media. Et dès le départ, on a parlé de la censure qu'ils subissaient. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était de comprendre comment ils avaient réussi à pénétrer la psychologie du mouvement MAGA et de Trump. Comment ils avaient compris cette mentalité et réussi à désacraliser Trump d'une manière qu'aucun humoriste américain n'avait su faire. J'ai parlé des tentatives ratées d'Alec Baldwin pour imiter Trump, de la façon dont SNL a passé des années à se moquer de lui, et comment, au final, ça n'a fait que l'aider. En gros, les libéraux aux États-Unis pourraient en tirer une leçon. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils ont une équipe d'experts en psychologie qui ont dressé un profil psychologique de Trump et du mouvement MAGA. Certains sont des Iraniens de la diaspora, mais la plupart viennent d'ici. Et on a décidé que ce que Trump déteste le plus, c'est qu'on le traite de perdant. C'est devenu notre premier angle d'attaque contre Donald Trump. On a utilisé des Legos parce que c'est une figure familiale qui peut susciter de la sympathie, tout en rendant les gens plus faciles à parodier. Et ça atténue un peu la dureté de la guerre, parce que toutes ces parodies
se déroulait sur fond de guerre. Du coup, ça permet aux gens de se plonger dans ces clips musicaux qui ont été créés avec l'intelligence artificielle. Et à partir de là, on voit par exemple des moqueries envers Kash Patel, des bières partagées avec l'équipe américaine de hockey, qui, visiblement, ne voulait pas vraiment de lui. On dramatise la frappe sur Minab, les filles qui vont à l'école. Et maintenant, Laura Loomer, qu'on imagine peut-être en route vers une 8e ou 9e hospitalisation. Ils ont vraiment réussi à pénétrer la psyché du mouvement MAGA. Et ce qu'il a dit, c'est « Nous avons rétroconçu la propagande américaine ». Mais je veux dire, je pense qu'il y a une autre dimension ici. C'est qu'on ne peut pas faire une propagande efficace, ou ce que les Israéliens appellent la hasbara, quand on est du mauvais côté de l'histoire. Et vous savez, quand on est la victime, qu'on se fait écraser par un empire impitoyable et tout-puissant, dirigé par des figures presque caricaturales, impopulaires jusque dans leur propre pays, eh bien, c'est beaucoup plus facile de faire de la propagande. C'est aussi pour ça que le journalisme qui vient de Gaza a tellement plus de valeur que celui qu'on reçoit sur notre propre pays, de nos propres médias. Parce que ce qu'ils montrent là-bas, enfin, ils montrent tout simplement un holocauste que nos médias refusent de nous montrer. Et donc, je m'en inspire un peu. Je me dis qu'il faut aller sur le terrain et montrer ce que j'ai vu, par exemple, dans un quartier à l'est de Téhéran, qui avait été frappé par 8 missiles américains, complètement détruits. J'imagine juste remonter 2 pâtés de maison, disons sur U Street ou la 14e rue, et voir tous les immeubles devant moi réduits en gravats, parler avec des gens dans la rue qui, même là, ne savaient toujours pas quelle était la cible. 4 mois, 5 mois plus tard, c'était début mars, je me demandais, est-ce que c'est là qu'Ali Larijani a été assassiné? Et non, c'était pas le cas. Ils ne savent pas quelle était la cible. Une famille entière de 12 personnes a été tuée là-bas. 2 membres ont survécu simplement parce qu'ils n'étaient pas sur place. 40 personnes ont été tuées. Il y avait un grand graffiti en farsi qui disait « Preuve des crimes des États-Unis ». Et le simple fait de pouvoir montrer ça, je pense, enfin, c'était mon objectif, faire ce genre de journalisme. Je ne vois pas quel type de propagande les États-Unis pourraient encore inventer pour convaincre les Américains de soutenir cette guerre à ce stade. Qu'est-ce que Pete Hegseth pourrait bien dire? Enfin, qu'est-ce qu'il dirait de toute façon? Mais c'est aussi pour ça qu'Israël investit autant dans la Hasbara. Ils ont à leur disposition tous les outils les plus avancés, l'intelligence artificielle, tout. Et malgré ça, ils n'arrivent pas à convaincre qui que ce soit qu'ils sont autre chose que l'épicentre du mal dans le monde. Et c'est à cause de leur politique. Voilà, c'est vraiment ça, le fond du problème. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ces vidéos Lego ont eu autant de succès. Je viens d'avoir un message de ma femme. Elle me dit que ma mise en garde contre la violence politique n'était pas assez sérieuse. Je veux simplement dénoncer très clairement la violence politique. Je suis simplement journaliste. Je n'ai jamais levé le petit doigt contre qui que ce soit. Je ne suis pas un ancien combattant de MMA, comme le secrétaire du département de la sécurité intérieure, qui a faussement affirmé avoir servi dans l'armée. Et contrairement à notre administration, nous ne cautionnons pas la violence ici non plus. Je voulais simplement que ce soit bien clair. Je voulais juste te poser une question rapidement, et ensuite on donnera la parole aux autres. Je sais que vous y êtes allé en tant que journaliste. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'autres journalistes sur place, venus du monde entier, de la communauté internationale des médias? Et à quel point étiez-vous libre de vous déplacer, de faire ce que vous vouliez, d'interviewer qui vous vouliez, de parler à qui vous vouliez? Oui, racontez-nous un peu ça.
So just a little bit of that. Great question. And were people saying Jackson? Excellente question. Go. Et les gens parlaient de Jackson. Oui, je vais en parler. Jackson, ce journaliste américain internationalement connu, influenceur. Oui, oui, oui. J'étais l'un des nombreux journalistes présents là-bas, donc j'étais loin d'être le seul Américain. Je suis allé à des points presse avec le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ismail Bagaei, au ministère, avec en gros tout le gratin de la presse internationale occidentale qui couvrait l'Iran. Il y avait Richard Engel de NBC. Je ne sais pas si ces reportages vous ont marqué ou pas. Frederick Pleitgen de CNN était là aussi. Le Guardian avait envoyé quelqu'un. ETV également. Ils étaient tous venus dans des conditions similaires aux miennes, via le ministère des Affaires étrangères. Et à la fin de chacun de leurs reportages, ils ajoutent toujours ce genre de mention. Nous sommes ici avec l'autorisation du gouvernement iranien, mais nous conservons notre indépendance éditoriale. Est-ce qu'ils font jamais ça quand ils vont en Israël? Là-bas, chaque journaliste doit signer une politique de censure militaire s'il veut obtenir une accréditation du bureau de presse du gouvernement. Non, bien sûr que non. Donc en gros, ils essayent de faire passer l'Iran pour un pays autoritaire qui contrôlerait leur couverture médiatique. Et pendant toute la conférence de presse, ils n'ont cessé de harceler le porte-parole, Bagaei, en adoptant, disons, une perspective très américaine, du genre « Est-ce que vous n'êtes pas en train de détruire le protocole d'accord en attaquant ces navires dans le détroit d'Ormuz ?» sans jamais mentionner que ces navires étaient guidés par les États-Unis pour violer le point numéro 5 de ce même protocole. Mais ils avaient le droit de poser ces questions. Le ministère iranien des Affaires étrangères voulait justement qu'ils soient là pour les confronter. Et ensuite, il leur répondait coup pour coup. Et je trouve qu'il s'en est très bien sorti dans cet échange. Et on leur a donné, je suppose, la liberté de faire leur reportage d'où ils voulaient. Je ne pense pas qu'ils aient vraiment été encadrés comme il fallait. Si vous allez en Iran, il faut savoir que si vous y allez comme touriste et que vous êtes citoyen américain, vous devez avoir un guide. C'est à cause de la longue histoire de surveillance, d'espionnage et de sabotage des États-Unis en Iran, mais aussi pour votre propre sécurité. Parce que vous pourriez vous retrouver là-bas sans traducteur et il pourrait vous arriver quelque chose. C'est pour ça, je pense, qu'ils imposent cette règle. En général, les guides viennent d'agences de tourisme. Moi, j'ai eu un peu le même type de personne, un fixé, comme j'en ai eu dans la bande de Gaza ou dans d'autres endroits où j'avais besoin d'un traducteur, ou quand je disais « je veux parler à tel responsable ». J'ai organisé beaucoup d'entretiens moi-même. J'ai pu tout faire, tout accomplir, et même plus que ce que j'avais prévu. Je n'ai pas eu l'impression qu'on me cachait quoi que ce soit. Mais en mai 2025, je suis allé à un festival des médias publics où participaient beaucoup de gens que vous voyez souvent, comme le juge Napolitano, Glenn Dizen, et d'autres analystes ou commentateurs géopolitiques. Et là-bas, j'ai vraiment pu me librement à tel pays et même sortir le soir à Téhéran. Dimitri Lascaris, le journaliste canadien, ça vaut vraiment la peine de regarder certains de ses reportages. Il était en Iran en même temps que moi cette fois-ci. Mais en mai 2025, il se promenait encore seul dans toute la ville. Le mois suivant, quand Israël a lancé la guerre de 12 jours, tout a commencé avec des cellules du Mossad à l'intérieur de l'Iran qui menaient des attentats à la voiture piégée, des assassinats, des opérations de sabotage, même des attaques de drones. Il y avait des entrepôts secrets de drones à l'intérieur du pays, entretenus par des agents du Mossad. À partir de là, l'Iran est devenu beaucoup plus dangereux et aussi beaucoup plus sécurisé. J'ai donc dû prendre certaines précautions de sécurité
et éviter de sortir sans être accompagné de personnes qui connaissaient bien le terrain cette fois. J'aurais pu être pris pour cible, et je ne voulais pas que tout tourne autour de moi. C'est pour ça que je n'ai pas parlé, dans l'introduction, de la saisie de mes appareils, ni de ce qui m'est arrivé à mon retour. Mais juste un point rapide, à propos des journalistes qui étaient sur place. Ces journalistes américains accrédités. À ma connaissance, aucun d'entre eux n'a été interrogé, harcelé ou n'a vu ses appareils saisis. Et c'est parce qu'ils ont un point de vue différent du mien. Leur point de vue, c'est celui des propriétaires de leur grand réseau médiatique. Donc, ils ne représentent pas vraiment une menace pour cette guerre. Résultat, ils n'ont pas été maltraités et à ma connaissance, leurs droits constitutionnels n'ont pas été violés. Enfin, on a aussi parlé de Jackson. Jackson Hinkle faisait partie de ceux dont on a parlé. Oui, je pense que parfois il fait des choses que je lui dis franchement ne pas approuver. Et je l'ai peut-être déjà fait. Mais d'autres fois, il est aussi très talentueux. Et il y a une raison pour laquelle les gens l'acclament. Je dirais simplement que je l'ai croisé en Iran. Il était allé à Sanaa, au Yémen, alors que le pays subissait des bombardements américains par bois. Et il a fait connaissance avec la direction d'Ansar Allah. Il a donc aidé à organiser une prochaine interview avec des membres d'Ansar Allah présents à Téhéran, pour moi et avec moi. Et je pense que ce sera vraiment instructif. Parce que selon moi, la guerre au Yémen va reprendre. J'ai donc vu Jackson un peu dans son élément là-bas, et c'est un héros national en Iran. Que vous aimiez Jackson ou que vous ne l'aimiez pas, c'est un héros national en Iran. Partout où je le voyais, des gens venaient vers lui, des gens ordinaires, des travailleurs, des enfants, pour lui parler, l'appeler Monsieur Hinkle, l'entourer, prendre des selfies avec lui, partout où j'allais. Beaucoup de gens de gauche aux États-Unis le critiquent. Ils ont peut-être leur raison de ne pas l'apprécier, à cause de certaines choses qu'il dit. Mais peuvent-ils revendiquer le même niveau de notoriété dans un pays qui est une cible d'un empire, comme l'Iran? C'est une question que je me suis posée en le voyant simplement marcher dans la rue, traité comme s'il pouvait être élu à un poste là-bas. C'est juste une observation objective. Question suivante. Est-ce que tu as récupéré ton téléphone portable et ton ordinateur, ou est-ce qu'ils les ont gardés un moment? Parce que je sais qu'ils ont fait la même chose avec les gens qui revenaient de Cuba. Ils prenaient leur téléphone et leurs ordinateurs, les gardaient quelques jours, puis les renvoyaient par la poste. Est-ce qu'ils ont gardé les tiens aussi? Alors on m'a interrogé, et je peux revenir là-dessus avant la fin, mais j'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres interviews. J'ai été questionné, et franchement les questions m'ont paru politiques. Elles ne semblaient pas avoir de lien avec une activité criminelle ou avec la sécurité nationale. Ensuite, on m'a demandé d'ouvrir mon téléphone ou mes téléphones, et j'ai dit non, je ne ferai pas ça. Alors ils m'ont répondu, très bien, on va les confisquer, tu les récupéreras demain. On va juste les brancher à quelques machines. Je crois qu'ils utilisaient la technologie israélienne Cellbrite pour ça. Et bien sûr, je ne les ai pas récupérés le lendemain. Le comité américano-arabe contre la discrimination et sa nouvelle présidente, Jeanine Yunus, qui est une véritable défenseur du peuple et une authentique militante de la liberté d'expression, contrairement aux faux défenseurs de la liberté d'expression à droite, ont déposé, en mon nom, une plainte contre le secrétaire du département de la sécurité intérieure, Markwayne Mullin, pour récupérer mes appareils et faire valoir mes droits constitutionnels. Peu de temps après, disons très peu de temps après le dépôt de la plainte, j'ai reçu un appel des services des douanes et de la protection des frontières, m'informant que mes appareils étaient prêts à être récupérés. Je pense que ça veut dire quelque chose. L'affaire est loin d'être close.
The case is not moot. We're going to court later this month. Nous allons aller au tribunal plus tard ce mois-ci, parce que nous demandons à récupérer toutes les copies qu'ils ont pu extraire de mes téléphones, ainsi que toute information ou données issues de cette saisie inconstitutionnelle. Et puis, il faut vraiment que ça s'arrête. Les journalistes et les militants ne devraient pas se faire confisquer leur téléphone. C'est une saisie sans mandat. C'est une violation du premier et du quatrième amendement. On ne peut pas inventer une zone grise juridique, une sorte de zone d'exception dans les aéroports, où l'on pourrait simplement prendre les affaires des gens et fouiller dedans sans motif valable ni soupçon d'activité criminelle. Il faut passer devant un juge et obtenir un mandat. Et c'est exactement ce vers quoi nous allons travailler. Alors, restez à l'écoute. Salut Max, je suis un grand fan de toi et de ta merveilleuse épouse. Passe le bonjour à Anya de ma part. Rosette, alors merci. D'accord, bonjour. Elle est adorable. Et avant de poser ma question, en dehors de toutes les visites des sites civils bombardés, j'ai trouvé très émouvant que vous soyez allé à la synagogue bombardée, étant vous-même juif. Merci aussi pour ce geste. Ma question, Max, c'est la suivante. Qu'il s'agisse de la gauche ou de la droite aux États-Unis, j'aimerais savoir comment vous pensez qu'on peut corriger le récit erroné sur l'Iran. Depuis 47 ans, en 79, l'Iran est passé d'une monarchie à une république. À l'époque, quand le Shah régnait et que l'Amérique le soutenait, seulement 3% des femmes allaient à l'université. Aujourd'hui, environ 70% y vont. Et Robin Wright, avant le début des guerres du 11 septembre, a écrit un livre remarquable, je suis sûr que vous le connaissez, La dernière grande révolution. Elle qualifiait la révolution iranienne de l'une des grandes révolutions, au même rang que les révolutions russes et françaises. C'était pas simplement une prise de pouvoir des talibans islamiques. C'était une révolution. Le pays est passé de 3% d'étudiants à l'université à 70%. L'aspect islamique de la République en fait partie, bien sûr. Mais si 70% des gens vont voter, ce n'est pas seulement parce qu'ils sont religieux, c'est parce qu'ils croient qu'une république a été créée et qu'il leur revient de trouver le bon équilibre. Ce récit-là, il n'existe pas en Amérique. Les gens pensent que c'est juste les talibans version 2.0. Et je dis toujours à mes amis, à mes voisins, écoutez, le président est chirurgien cardiaque. Le ministre des Affaires étrangères a un doctorat obtenu dans une université britannique. L'idée que c'est une république, elle s'est complètement perdue, à gauche, au centre, comme à droite. Et c'est dommage, surtout pour ceux qui élaborent les politiques. Alors, comment peut-on améliorer ça? Parce que selon moi, c'est un point essentiel. Merci. Ouais, enfin, tu veux applaudir ou un truc comme ça? J'ai entendu quelques applaudissements. Si vous allez sur mon fil Twitter ou X, j'ai publié une interview avec une professeure d'université qui tenait absolument à dire ce que vous venez d'évoquer. Selon elle, la République islamique d'Iran et sa direction, en particulier Khamenei, lui avaient permis de réaliser tout ce qu'elle voulait en tant que femme et universitaire, tout en la protégeant, à ses yeux, des dérives que subissent beaucoup de femmes dans les démocraties libérales occidentales, où leurs corps sont souvent objectifiés et transformés en marchandises. Aujourd'hui, une part non négligeable de la population de ce pays gagne de l'argent sur OnlyFans. C'est un vrai problème et personne ne s'en occupe. Je ne suis pas chiite, vous le savez tous. Je prendrai peut-être une IPA après ça pour me détendre. Ouais. Je suis le produit d'une démocratie libérale. Mais je dois reconnaître qu'il s'agit ici d'une autre culture, avec 3000 ans d'histoire, et qu'ils ont le droit de décider eux-mêmes de leur destin. Et d'ailleurs, les femmes, à bien des égards, sont en première ligne pour façonner ce destin
puisqu'elles sont majoritaires dans les universités iraniennes. Il y a aussi un pourcentage plus élevé de femmes au Parlement iranien qu'au Congrès américain. C'est donc une réalité dont on ne parle pas vraiment. De la même façon, l'histoire des Juifs dans la République islamique est très peu racontée. Je dirais qu'ils ne sont pas captifs du sionisme, et c'est justement pour cela qu'Israël a attaqué leur synagogue, pour semer la peur dans cette communauté et les pousser à fuir vers les murs fortifiés, sans frontières, de l'Israël d'apartheid. Parce qu'avoir une communauté juive stable et forte dans une république islamique, ou plus largement dans le monde musulman, remet en cause l'idée du sionisme comme refuge pour les juifs du monde entier. Alors, il faut dire que, si vous voulez en savoir plus sur cette communauté, qui est la deuxième plus grande communauté juive de la région du Moyen-Orient, ou, si vous préférez, de l'Asie de l'Ouest, regardez mon documentaire. Je l'ai réalisé avec une cinéaste kurde iranienne. Elle s'appelle Maria Mavati. Le film s'intitule « Les Juifs non capturés dans la République islamique d'Iran » et il est disponible sur notre chaîne YouTube The Grey Zone. Et puis, regardez aussi nos entretiens avec plusieurs grandes universitaires et analystes, comme Nahid Poressa ou Sitara Sadehi, également sur The Grey Zone. Vous verrez tout simplement la qualité que produisent les universités et les institutions iraniennes. Encore une fois, c'est une histoire qu'on ne raconte pas. Mon conseil, enfin je ne peux pas vraiment donner de conseils dans cette ville, mais je pense que l'Iran, à bien des égards, a été démystifié. La propagande s'est effondrée face à ce qu'ils ont montré pendant cette guerre, pas seulement sur le plan militaire, mais aussi par la façon dont leur société s'est comportée et par la lumière qu'ils ont apportée au monde sur ce pourquoi ils se battent vraiment et sur ce qu'ils défendent. Ce que j'aimerais, c'est qu'on se mette un peu en retrait, qu'on les laisse décider eux-mêmes de leur destin, se réformer de l'intérieur. L'Iran n'est pas notre ennemi, et franchement, ce qu'ils font, ça ne nous regarde pas. Je voudrais donner la parole à d'autres Iraniens. Je veux que les Iraniens aient la priorité pour poser leurs questions. Est-ce qu'il y a d'autres Iraniens qui aimeraient en poser? D'accord, on va commencer ici. Max, est-ce que tu peux nous parler un peu du jour 18 et du jour 19? L'une des raisons pour lesquelles Trump a lancé cette guerre, c'est ce massacre qui a eu lieu 3 jours avant février. Pendant que tu étais en Iran, est-ce que tu as trouvé des faits concrets? Parce qu'on entend dire que le Mossad était sur place. On entend aussi Trump dire qu'ils ont envoyé des militaires chez les Turcs. Est-ce que tu as obtenu des infos? Par exemple, combien de personnes ont été tuées et qui était impliqué? Est-ce que c'était vraiment la République islamique ou un autre groupe? Tu parles des manifestations ou plutôt des émeutes de janvier? Oui. Non, là c'était les 7 et 8 janvier, donc un mois et demi avant la guerre. Oui, d'accord. En arrivant ici, vous avez vu ces 2 femmes monarchistes dehors, avec une pancarte où il était écrit quelque chose comme 40 000 morts. Et encore une fois, je repense toujours aux remarques de ma femme Anya. Vous savez, elle me fait souvent des retours quand on fait un direct. C'est un peu ma productrice de vie, en quelque sorte. Elle m'a dit que j'avais été un peu trop dur. Je lui ai envoyé la vidéo de ma confrontation et elle m'a dit que je n'aurais pas dû être aussi en colère dès le départ. Mais j'étais tellement furieux de voir ces gens encore là, avec ces chiffres inventés, ceux-là même qui ont servi à déclencher une guerre qui a massacré des enfants dans leurs écoles et qui, au final, a fait plus de morts que ces émeutes qu'ils dénoncent. J'étais juste fou de rage de voir ces gens qui, le jour où des enfants ont été tués à Minab, étaient dans la rue en train de danser, de célébrer.
Je suis tellement écœuré, tellement indigné qu'ils osent encore se montrer en public que je n'ai pas pu me retenir. Et franchement, ça m'a fait du bien. C'était presque thérapeutique de leur dire en face ce que je pensais, à 2 d'entre eux. J'aurais aimé qu'ils soient 200 ou même 2000. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce que je ressentais. Ces émeutes, c'était le pont entre la guerre de 12 jours, en juin 2025, et la grande guerre que Netanyahou voulait vraiment. Il leur fallait quelque chose pour lancer cette grande guerre. Elles ont éclaté un peu plus tôt que ce qu'Israël aurait souhaité, mais il s'y préparait déjà. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, a d'ailleurs dit que les États-Unis avaient délibérément dévalué la monnaie iranienne pour commencer à provoquer des manifestations économiques. Les manifestations ont commencé dans les bazars avec la classe des bazaris en Iran, dont beaucoup soutiennent la République islamique. Et c'est devenu, en quelque sorte, un moyen pour les services de renseignement occidentaux, en particulier israéliens, de lancer une série d'émeutes militarisées et d'attaques armées, tout en prétendant qu'il s'agissait de simples protestations. J'ai beaucoup débattu et analysé des images pour montrer que tout cela était militarisé dès le départ. Des postes de police ont été attaqués, des mosquées et des sanctuaires ont été incendiés partout en Iran par ces éléments fanatiques et armés. Des armes automatiques ont été utilisées. De nombreux policiers ont été tués, ainsi que de nombreux membres du Basij, de jeunes hommes, pour la plupart non armés. Certains n'ont pas seulement été tués, hier Anlix. Ils ont été décapités et leur corps s'était brûlé. Des policiers, certains ont été décapités, leur corps brûlés, et ça on n'en parlait quasiment pas aux États-Unis. Des bâtiments gouvernementaux étaient incendiés. Et j'ai posé la question, qu'est-ce que ferait le Royaume-Uni dans une telle situation? J'ai posé cette question à Piers Morgan hier quand il a abordé le sujet. Qu'est-ce que ferait le Royaume-Uni ou les États-Unis? Merci. Si le mouvement Black Lives Matter, qui n'est jamais allé aussi loin, avait été armé par les services de renseignement russes et chinois, et qu'il avait pris d'assaut, en 3 dimensions, en 4 dimensions, des commissariats, le 5e district par exemple, qu'il avait pris le contrôle de postes de police, tué des responsables, attaqué des ambassades, bombardé la mairie. Qu'est-ce que feraient vraiment les États-Unis? Je pense que le nombre de morts aurait été plus élevé qu'en Iran. Je pense que le nombre officiel de morts est en fait juste, justement parce qu'il est très élevé. En 2 jours, plus de 3000 personnes ont été tuées. C'est énorme. Et pour chacune d'elles, une carte d'identité et un nom ont été enregistrés. Beaucoup étaient des manifestants, beaucoup d'autres des émeutiers violents, et un grand nombre étaient en réalité des loyalistes, y compris des policiers et des membres ordinaires du Basij, assassinés par les émeutiers. Voilà ce qui s'est passé en 2 jours. Certains ont dit que 40 000 personnes avaient été tuées. Mais ça voudrait dire qu'en 2 jours, la police iranienne, qui n'est pas aussi lourdement armée que la police américaine, aurait tué plus de gens qu'à Auschwitz au moment le plus meurtrier de la solution finale. Comment aurait-il pu faire ça? Je ne sais pas. C'est un chiffre inventé, complètement imaginaire. Et Donald Trump a récemment dit que 53 000 personnes avaient été tuées. Bientôt, il va dire 1 million ou 6 millions. Je ne sais pas quel sera le prochain chiffre, mais il sera de plus en plus élevé, parce que c'est tout ce qu'il leur reste pour justifier cette guerre qui continue encore aujourd'hui à tuer des civils, pour une raison que la plupart des Américains ne comprennent pas. Et la question c'était, est-ce que j'ai fait d'autres vérifications? Oui, j'ai pu parler à quelques policiers qui ont vécu la violence. Ils m'ont dit que leur commissariat avait été attaqué. Leurs collègues ont été tués, d'autres grièvement blessés. Certains ont été brûlés, leurs corps brûlés après leur mort.
Et ceux qui attaquaient leur commissariat avec des armes utilisaient des fusils de précision russes, Dragunov, probablement achetés par l'intermédiaire de prêtres non serbes, ainsi que des fusils de chasse, des pistolets et des AK-47. Les tirs étaient effectués en ligne droite, ce qui montrait qu'ils avaient déjà combattu. Il s'agissait du MEK, le mouvement des Moudjahidines du peuple, soutenu à la fois par la CIA et par le Mossad. C'est à cela qu'ils faisaient face à Téhéran, dans les régions de l'Ouest ou du Nord-Ouest, dans des villes comme Kermanshah. Il est documenté que des militants kurdes étaient impliqués et tiraient sur des gens. On parle de Komala, qui a un bureau ici à Washington, ce qui montre un soutien du gouvernement américain, et aussi du PJAK. Voilà la véritable histoire, et ce sont des vérités dérangeantes que le public américain doit mieux comprendre. Max, mes grands-pères venaient de Chabahar en Iran. Chabahar, oui. Maintenant, il y a la guerre là-bas. Alors je voudrais vous demander, pourquoi l'Iran a-t-il fait confiance au maréchal Asim Munir, le favori du président Trump, comme médiateur? Et ensuite, comment se fait-il qu'il n'ait pas réussi à pousser les Kurdes, les Baloutches et les autres à se soulever contre le régime, contre le gouvernement iranien? Quel est ton avis sur mes questions? J'aimerais savoir. Vous savez, je suis très inquiet, parce que je pense qu'Asim Munir est un agent de la CIA. Je veux dire, qu'est-ce que l'armée pakistanaise au juste? C'est tout. Je veux dire, qui est derrière tout ça? C'est une junte soutenue par les États-Unis. Donc voilà. Mais c'était le seul médiateur que les négociateurs américains auraient accepté. Et qui sont-ils? Steve Witkoff et Jared Kushner. Franchement, je n'ai même pas besoin d'en dire plus. Mais à quel pays obéissent-ils vraiment? Et Jared Kushner, avec son fonds, comment déjà? Affinity Partners. C'était vide, jusqu'à ce que les Saoudiens commencent à y injecter de l'argent et que les Émiratis fassent pareil. Donc, il sert de relais, disons. Il est idéologiquement très engagé dans le projet sioniste, mais c'est aussi un instrument d'influence pour l'Arabie saoudite et les Émirats. Et c'est cet homme-là qui, en gros, nomme les membres de l'équipe de négociation qui supervise Witkoff, lequel est aussi idéologiquement sioniste. Pourquoi leur ont-ils fait confiance? C'est une grande question qui agite en ce moment la politique iranienne et provoque de vraies divisions, de vraies remises en question. Dans une interview récente, Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, a déclaré qu'ils avaient dû négocier pour montrer qu'ils étaient des partenaires de bonne foi et que les États-Unis, eux, ne l'étaient pas. Il a ajouté qu'il fallait aller jusqu'au bout du processus. Et ça peut être vrai, surtout quand on est un petit pays assiégé, avec une armée beaucoup plus modeste et techniquement moins puissante. Dans ce cas, on n'a peut-être pas le choix. Ils ont peut-être dû négocier avec les États-Unis à propos du protocole d'accord, simplement pour sortir du blocus naval américain et permettre à leur pétrole de quitter le pays. Ils ont tiré des milliards de dollars de revenus. Mais en même temps, il y a un camp en Iran qui pense qu'ils ont perdu tout leur élan et sacrifié un levier stratégique en laissant le détroit d'Ormuz ouvert, s'exposant ainsi à une nouvelle attaque. Alors que, comme l'a dit J.D. Vance, les États-Unis utilisaient le protocole d'accord pour se réapprovisionner. C'est ce qu'il a dit, que c'était le but pour les États-Unis. Donc c'est ça, le débat en Iran. Et maintenant que le protocole d'accord est mort, ce débat devient un peu sans objet. Mais je pense que tout ça va peser sur la politique iranienne et provoque déjà beaucoup de reproches contre le camp réformiste dans l'une de ces négociations. Et puis, il y avait autre chose. Pourquoi les militants kurdes et baloutches ont-ils échoué? C'était voué à l'échec dès le départ. J'ai ri de cette idée dès le début. Cette idée avait été présentée à Trump pour le convaincre de lancer cette frappe.
Parce que les Israéliens savaient que si Donald Trump se contentait d'assassiner le dirigeant et de lancer cette guerre, il se retrouverait pris dans un cycle d'escalade. Et Netanyahou a besoin de garder les États-Unis coincés dans la région, coincés dans la guerre, pour obtenir ce qu'il veut et pour éviter de perdre le pouvoir. Alors on leur a dit, on va vous donner ces militants avec qui nous travaillons depuis un moment, ceux que vous avez armés comme vos supplétifs, pour que des soldats américains n'aient pas à mourir dans une invasion terrestre totale. Et ils vont fonctionner exactement comme l'armée ukrainienne. Ils vont être très efficaces. Mais ceux d'entre nous qui connaissaient un peu le PKK kurde ou ce qu'ils sont devenus en Syrie, les FDS, on savait que c'était du vent. C'est une force de guérilla. Ils ne peuvent pas tenir un territoire. Kobané. Ils étaient en quelque sorte les troupes de première ligne à Kobané contre Daesh. Et ils ont eu beaucoup de bonne presse aux États-Unis. Mais sans le soutien aérien et l'appui-feu américain, ils n'auraient rien pu faire. En réalité, ils ont surtout été utilisés comme une monnaie d'échange. Et on a bien vu comment les forces kurdes se sont comportées face à une infanterie régulière qui, franchement, n'est pas très compétente. Il y a qu'on peut à peine qualifier d'infanterie régulière quand elles ont été mises en déroute par les forces du nouveau gouvernement syrien, une version rebaptisée d'Al-Qaïda dirigée par Ahmed al-Shara dans le nord-est de la Syrie. Elles ont été immédiatement balayées, juste après avoir été chassées d'Alep. Alors, comment aurait-elle pu affronter une véritable force terrestre comme les gardiens de la Révolution ou l'armée iranienne, qui, elle, est une très bonne force au sol? Ça n'allait jamais arriver. C'est la même chose avec les militants baloutches. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres Iraniens qui veulent poser une question en premier? Comment allez-vous? Je savais pas ça. J'en apprends un peu plus sur toi chaque jour. Très bien. Salut Max. Ma plus grande crainte, c'est que cette équipe américaine qui veut en gros rayer l'Iran de la carte finisse par comprendre qu'elle ne peut pas gagner en suivant cette voie. Et à ce moment-là, elle pourrait finir par utiliser l'option nucléaire. Tu penses que c'est réaliste? Ça pourrait arriver cette semaine. Eh bien, quel jour on est? Moi, je n'ai pas de vrai boulot, alors je ne sais pas. Ça pourrait arriver cette semaine. Vous avez entendu parler de la montagne Pickaxe. Le Wall Street Journal rapporte maintenant que les Israéliens pensent que l'uranium enrichi de l'Iran se trouve sous la montagne Pickaxe, une nouvelle montagne de plus en plus fortifiée, profondément renforcée, impossible à percer avec quoi que ce soit. On a presque l'impression qu'il défie les États-Unis d'utiliser une arme nucléaire tactique pour détruire cet uranium enrichi, qu'on ne peut pas atteindre avec les bombes JDAM utilisées contre les villes de missiles, qui n'ont servi qu'à boucher les entrées pendant quelques jours. Donc je pense qu'on court le risque que les États-Unis utilisent ouvertement une arme nucléaire pour la première fois depuis quoi? Hiroshima, Nagasaki. Mais vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'Israël a utilisé une arme nucléaire à Tartus? Est-ce qu'ils en ont testé une en Syrie? Parce qu'on a vu des images d'un champignon atomique en Syrie, à Tartus. Qu'en pensez-vous? Non? Pas sûr. L'année dernière, c'était bien l'année dernière. Un dépôt d'armes. Ça pourrait avoir été une explosion secondaire. Beaucoup pensent qu'ils testaient peut-être une arme nucléaire tactique. Il y a aussi eu un tremblement de terre à Dimona, soit au début de cette année, soit à la fin de l'année dernière. Très inquiétant. Israël a un programme nucléaire. Il pourrait, en théorie, utiliser une arme nucléaire tactique. J'ai posé la question à l'un des analystes iraniens les mieux informés, un journaliste très introduit dans le pays, Mostafa Kosheshm. L'interview est disponible sur la chaîne The Grey Zone. Il m'a dit, oui, il pourrait le faire,
mais cela pousserait immédiatement l'Iran à se précipiter pour produire sa propre arme nucléaire. Et il pourrait alors y avoir une forme de parité. Et si une telle arme était utilisée, cela justifierait sans doute son développement et cela rendrait la fatwa caduque, une bonne fois pour toutes. Voilà les enjeux et voilà les risques. Je pense qu'il y a une chose à dire sur les armes nucléaires. Elles ne sont pas bonnes pour le capitalisme. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'on ne les utilise pas. Franchement, une guerre classique, c'est bien plus lucratif. Pouvoir vendre toutes ces bombes, exciter les foules, entretenir la tension, c'est beaucoup plus rentable que d'y mettre un terme. Donc je pense qu'ils vont continuer cette guerre d'usure, continuer à fabriquer toujours plus d'armes, à demander toujours plus de financement. D'ailleurs, aujourd'hui, ils réclamaient encore 90 milliards de dollars supplémentaires juste pour cette guerre. Alors oui, au fond, le seul point positif, c'est que les guerres nucléaires, ça ne marche pas avec le capitalisme. C'est ma théorie. Sous bien des aspects, cette guerre est néfaste. Elle discrédite le capitalisme. Elle est clairement mauvaise pour le dollar. Elle est mauvaise pour... Enfin, elle est excellente pour Northrop Grumman. C'est parfait pour les sous-traitants de l'armée. Ils se font un fric fou, littéralement. Oui, et c'est une bonne nouvelle pour les initiés proches de Trump. Absolument. Merci Max. Quelle est ton analyse de Reza Pahlavi et de la place qu'il occupe dans la politique iranienne? Pendant tes entretiens en Iran, as-tu entendu des histoires intéressantes? Et quel était le sentiment des Iraniens à l'intérieur du pays à son sujet? C'est purement anecdotique. Mais quand je me promenais en Iran en 2025, j'ai rencontré beaucoup plus de gens qui se disaient monarchistes. J'en ai encore croisé quelques-uns qui se disent toujours monarchistes en Iran. Et ils n'ont pas peur de le dire. Mais j'en ai rencontré moins, et ça reste anecdotique. C'est presque une analyse sans valeur. D'après mes propres observations, je pense qu'il n'a plus aucune influence. Il est complètement discrédité. Et beaucoup d'Iraniens de la classe moyenne lui en veulent d'avoir réclamé ce bombardement qui a tué tant d'Iraniens ordinaires, des civils, sans aucun résultat concret. Je peux vous raconter une autre anecdote. J'étais assis avec un ami, un partisan de la République islamique, dont la famille est divisée sur la question. Et pendant que j'étais assis là, ils ont commencé à avoir les larmes aux yeux. Alors je leur ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, j'ai reçu un message de ma cousine, celle qui avait participé à ces manifestations en janvier. Elle m'a dit qu'elle regrettait vraiment d'y avoir pris part. Elle se sent très mal. Pahlavi est un perdant, et à cause de lui, beaucoup des nôtres ont été tués. Elle voulait simplement me présenter ses excuses pour s'être laissée tromper à ce point. Vous savez, les Iraniens en Iran ont été exposés à énormément de propagande, notamment à travers Iran International, une grande chaîne par satellite basée à Londres, dirigée par les services de renseignement israéliens, et qui, au départ, était contrôlée par l'Arabie saoudite. BBC Persian, c'est plus sophistiqué, et c'est plutôt destiné aux Iraniens de la classe moyenne, plus éduqués. Et c'est ce qu'ils regardent à la télévision par satellite. Ils ne regardent pas l'IRIB. Et beaucoup des mythes qu'on leur avait vendus, par exemple, que l'ayatollah Khamenei possédait des écuries et qu'il était un homme extrêmement riche, que son fils était un playboy, ou encore qu'il se cachait à l'étranger ou qu'il s'était réfugié dans un bunker. Tous ces mythes se sont effondrés le 28 février, quand les États-Unis ont perdu la guerre. Depuis, il y a une nouvelle prise de conscience chez les gens et un nouveau questionnement sur cet empire du mensonge auquel ils ont été soumis. Et je pense que le clone du Potomac est une véritable victime de cette prise de conscience.
En revenant à Palo Alto, je le déteste depuis cette époque, pendant le génocide. Mais je crois que beaucoup de gens ont vu leur illusion s'effondrer quand il n'a même pas reconnu les 168 lycéennes brûlées vives. Oui, enfin, mon collègue aussi. Tellement de gens ont vu leur bulle éclater à cause de ce type. Mon collègue Kay Pritzker est quelque part par ici. Il a réalisé une vidéo au tout début de la guerre, en allant à un rassemblement monarchiste à Los Angeles, à Westwood. Il leur a posé la question « Qui a fait Minab ?» Comme moi, il leur a demandé, et ils n'ont pas voulu répondre. Ils ont dit que les gardiens de la Révolution s'étaient bombardés eux-mêmes, qu'ils l'avaient fait eux-mêmes. Et là, franchement, ce déni, ce niveau de pensée complètement délirant, a vraiment coupé cette classe de persans gusanos du reste du peuple iranien, d'une manière très profonde. J'utilise ce mot comme je le fais d'habitude, pour parler, par exemple, des Cubains qui ont infiltré le gouvernement américain au plus haut niveau. Très bien, ouvrons la discussion à d'autres personnes aussi. Nous avons un Iranien, pardon. Oui, je pense qu'on a entendu beaucoup d'Iraniens. Les Iraniens sont bruyants. Seigneur, attends une seconde. Désolée, je suis un peu mal à l'aise devant la caméra, mais je vais faire de mon mieux. En tant qu'Iranien, vous pouvez rapprocher le micro, s'il vous plaît? En tant qu'Américain, en tant qu'Iranien américain, j'ai grandi ici, je n'ai jamais vécu en Iran. J'ai quitté ma famille, j'ai quitté l'Iran quand j'avais 2 ans. J'ai 64 ans aujourd'hui, donc vous imaginez à quel point j'étais jeune. Du coup, tous ceux qui ont grandi avec moi pensaient que je ferais partie de cette diaspora qui applaudit, sans réfléchir, bêtement, en disant que Pahlavi sera le prochain dirigeant. C'est dans cet environnement que j'ai grandi. C'est ce qui m'a toujours entourée. Je suis allée en Iran après 35 ans et on dit que le régime iranien est brutal, qu'il est terrible. Mais moi, après 35 ans, je suis retournée en Iran et ils m'ont accueilli comme un Iranien. La police des mœurs m'a arrêtée parce que je ne portais pas le voile blanc. C'était l'anniversaire d'un mollah, d'un imam, et ils m'ont traitée avec une grande gentillesse. Alors comment convaincre les Américains et les Irano-Américains qu'ils ne sont pas comme on les décrit en Amérique ou ailleurs? Ce n'est pas vrai. Ils te traitent bien. Toi, t'es Américain. Comment t'ont-ils traité quand tu y es allé? Comment t'ont-ils accueilli? Ils t'ont accueilli à bras ouverts. Oui, je veux dire, des gens tout à fait ordinaires. J'ai été accueilli chez des personnes de tous horizons. Quand j'ai pris le métro de Téhéran, tout le monde voulait venir me parler des États-Unis, et beaucoup d'entre eux ont de la famille ici. C'est vraiment un endroit très chaleureux. C'est ce que j'ai vécu. Comment convaincre les gens? Eh bien, une chose que j'ai faite lors de ma première visite là-bas, c'est que je me suis simplement filmé en train de marcher, de me promener dans les centres commerciaux, de marcher sur le mont Toshal. Vous savez, à Darband, oui, Darband, où il y a ces superbes restaurants et où l'on voit l'ambiance le soir. Ce n'est pas du tout ce qu'on vous montre dans le film. Jamais sans ma fille, avec Sally Field. C'est bien ça. Vous savez, les femmes ne portent pas le hijab. Elles ne sont pas harcelées. C'était justement mon point suivant. Ils ne sont plus harcelés par la police des mœurs partout à Téhéran. Cette fois, j'ai vu des femmes, des gens habillés comme des hipsters, des femmes avec des jupes jusqu'ici, sans hijab, simplement en train de marcher dans la rue. Il ne leur arrive rien. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de règles ou qu'il n'y en a jamais eu, mais ces règles ont été fortement assouplies. Et ce n'est pas un domaine où le clergé iranien ou la direction du pays veulent créer une division. Ils veulent de l'unité entre la partie plus laïque de la population et la population religieuse, parce qu'ils font face à une guerre existentielle.
Donc ils ne veulent pas que cette question éclate au grand jour. En ce moment, il y a donc une approche plus libérale du port du hijab. Est-ce que beaucoup de gens veulent plus de liberté personnelle là-bas? Oui. Tout comme moi, je veux plus de liberté personnelle ici. Par exemple, ne pas voir mes appareils saisis. Mais pour moi, c'est très clair. Ils ne peuvent pas avoir ce débat tant qu'ils sont entourés de bases américaines, soumis à des sanctions qui les affament. Des sanctions qui ont provoqué l'équivalent de 4 grandes dépressions et que leurs enfants sont massacrés. C'est donc ça, notre rôle ici. Notre rôle, ce n'est pas de leur dire comment s'habiller ou quoi faire. Mais je pense vraiment que la réforme ne pourra venir que quand l'Iran sera véritablement souverain. Et comme tu l'as dit, ce n'est pas du tout comme on l'imagine quand on est dans les grandes villes. Pas du tout. Oui, un autre point à propos de ta question sur la crédibilité de Reza Pahlavi. On a vu beaucoup de gens qui portaient le slogan « Femme, vie, liberté » comme un outil de changement de régime, pas comme une expression authentique des Iraniens, mais comme un instrument de la CIA pour un changement de régime. Et on les a vus complètement discrédités avec cette guerre. En particulier, Masih Alinejad. Vous savez, cette femme avec les cheveux, en gros, c'est un atout de la CIA. Toute sa carrière, tout son style, oui. Cette fleur devrait être trempée dans le sang si on voulait vraiment la représenter pour ce qu'elle est. Et elle était partout dans les médias. Trump fait quelque chose. Tout le monde devait se taire, écouter les voix iraniennes. On ne pouvait pas nous critiquer. Il fallait une guerre. La guerre commence. Minab arrive. Trump déclare qu'il va détruire la civilisation iranienne. Et là, tout à coup, elle se rétracte en disant « j'ai pas demandé tout ça, vous savez, la liberté, les trucs du genre, et les OnlyFans ou Uber iraniens. » On ne l'a plus jamais revue. Jake Tapper a arrêté de l'inviter. Elle n'est plus utile. Toute cette catégorie de gens a été discréditée. Alors, Max, j'aimerais que tu nous parles un peu de la région, de la façon dont tu vois les choses évoluer, et aussi de cette nouvelle déclaration des Houthis, le fait qu'ils annoncent un blocus naval contre l'Arabie saoudite. D'après toi, quel impact ça va avoir sur l'Iran? Alors, quand j'étais à Téhéran, j'ai rencontré ce qu'on appellerait la délégation Houthi, ou Ansar Allah, que moi je considère comme le gouvernement du Yémen. Ils contrôlent la majeure partie du territoire, la grande ville et les principales institutions. Le gouvernement reconnu par les États-Unis, lui, existe à peine, il opère depuis un hôtel à Riyad. C'est un peu, vous voyez, le Juan Guaido de la mer Rouge ou quelque chose comme ça. Bref, j'ai donc parlé à cette délégation. Comment sont-ils arrivés là? Eh bien, ils ont pris un vol de Mahan Airlines, une compagnie iranienne, et ils ont dû franchir un blocus aérien. Au moment de monter dans l'avion, il y avait des drones hostiles au-dessus d'eux, probablement saoudiens ou américains, je suppose des MQ-9. Et plusieurs d'entre eux ont appelé leur famille pour dire « Vous savez, ce sera peut-être mon dernier voyage, mais je le fais pour notre pays. » Ils sont montés dans l'avion, le vol a décollé, et ils ont atterri à Téhéran. Et ils ont atterri dans des conditions similaires, sous siège, sous la menace de voir leur avion abattu. Tout comme l'équipage complet de Mahan Airlines, l'équipage civil, le pilote, les hôtesses et stewards. Franchement, ce sont des gens très courageux. Ce n'est pas juste une guerre militaire. Là, tout le monde risque sa vie pour défendre la souveraineté de son pays face à des envahisseurs étrangers. Donc, quand ils déclarent un blocus naval contre l'Arabie saoudite, c'est en réalité une manière de répondre au blocus déjà imposé à leur pays. Un acte d'agression étrangère, un acte de guerre. Et ça va forcément mener à une escalade. Et ils n'ont pas peur de le faire. J'ai demandé à Mohamed al-Bukhari, qui a été leur porte-parole et qui est aujourd'hui gouverneur au Yémen,
ainsi qu'un membre influent de leur comité politique. Dans quelles conditions ils fermeraient le Bab el-Mandeb? Une fermeture qui serait économiquement dévastatrice pour l'économie mondiale, surtout si elle s'ajoutait à celle du détroit d'Ormuz. Il m'a répondu, « Eh bien, nous l'avons déjà fermé à la navigation israélienne, mais nous pouvons ajuster cela et le fermer aussi aux navires américains, voire davantage. Donc, ils ont encore cette carte en main. Et s'ils décident de la jouer, il est logique de penser que l'administration Trump enverra à nouveau la marine américaine les attaquer, après avoir échoué une première fois à lever ce blocus. C'est très facile d'imposer un blocus naval. Il suffit de quelques drones bon marché, peut-être de bateaux rapides, et là, les compagnies d'assurance refusent d'assurer les armateurs. Les marins marchands, eux, n'ont aucune envie de risquer leur vie en traversant ces eaux. Les services de renseignement américains viennent de publier une évaluation qui a fuité dans la presse, indiquant qu'aucune des frappes menées par les États-Unis n'a eu le moindre effet pour déloger l'armée iranienne du détroit d'Ormuz jusqu'à présent, et qu'il est peu probable que cela change. On peut donc s'attendre à une escalade autour du Yémen et de l'Irak. Il y a un nouveau Premier ministre en Irak. Il a limogé de nombreux responsables pour corruption, mais beaucoup d'entre eux étaient liés au FMP, les forces de mobilisation populaire, qui font partie de l'axe de la résistance et ont été créées avec la coopération des gardiens de la révolution iranienne. Il a maintenant appelé au désarmement de toutes les FMP d'ici septembre, et il a récemment rencontré Donald Trump à la Maison-Blanche. Tout cela intervient après la signature du protocole d'accord entre le Liban et Israël, négocié par les États-Unis, qui a en réalité annulé celui entre l'Iran et les États-Unis. C'est selon moi une véritable déclaration de reddition de l'État libanais face à l'occupation israélienne. Et cet accord réunit tous les éléments d'une guerre civile, ce que je le crois, les États-Unis souhaitent pour le Liban, afin d'affaiblir le Hezbollah. Tout ça, c'est comme une poudrière. Et au centre de tout, il y a Israël, le seul pays qui tire profit d'une guerre civile au Liban, de la dissolution de l'État libanais, le seul pays qui pourrait profiter d'une forme de guerre civile en Irak, le seul aussi qui aurait intérêt à une guerre au Yémen si le Bab el-Mandeb était fermé à la navigation internationale, ce qui nuirait à l'économie mondiale. Et les États-Unis, eux, compensent le coût pour Israël, le pays qui a déclenché toutes ces guerres, pendant que des gens à Tel Aviv peuvent faire leurs petites fêtes électro sans rien payer. Voilà le vrai problème dans tout ce scénario. En tant qu'Américains, on ne soutient rien de tout ça, mais c'est nous qui payons la facture. Et cette guerre risque de devenir régionale. Elle pourrait même se transformer en un combat final, un combat existentiel. Alors, qu'est-ce qu'on fait à propos de ça? Merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié votre commentaire. En tant qu'Iranienne, j'entends souvent dire « Ah, ils ne peuvent pas s'habiller comme ils veulent, toutes ces choses sur la liberté, et ainsi de suite. » Mais on ne prend jamais la responsabilité des sanctions qui ont rendu tout cela possible au départ. Alors, si on regarde la situation sous un angle économique, quel est notre rôle, à nous, les Américains, aujourd'hui? La guerre, c'est une chose. Elle dure depuis des décennies. Mais nous portons aussi une part de responsabilité quand des gens meurent d'insuffisance cardiaque parce qu'ils ne peuvent pas recevoir leurs médicaments dans le pays. C'est ce qui est arrivé à mon oncle. Comment peut-on vraiment changer un peu le récit pour le replacer sur le plan économique, celui qui permet à tout cela de continuer? Oui. Ou encore la façon dont les sanctions ont touché les Cubains ou les Vénézuéliens. Je veux dire, comment ces sanctions ont-elles empêché le Venezuela de réagir à un tremblement de terre catastrophique?
Pourquoi n'a-t-on pas de débat national sur ce qui est en réalité non seulement une forme de terrorisme financier, mais aussi une politique à caractère génocidaire? Et je pense qu'un domaine où il faut vraiment plus d'études et d'enseignements, c'est le milieu universitaire, sur les campus. Je trouve que le NIASE et Code Pink ont fait un très bon travail pour sensibiliser les gens à la question des sanctions. Mais il faut davantage de recherche et davantage d'institutions qui se consacrent à les dénoncer. Responsible Statecraft est l'un des rares think tanks ici qui essaie réellement de mettre en lumière les effets des sanctions. Quand on se rend dans des pays sous sanctions, comme quand je suis allé à Caracas, ils avaient tout un groupe de réflexion appelé SURIS, entièrement consacré à l'étude des sanctions, à leur impact sur le Venezuela et à la manière d'en sortir. L'Iran aussi d'ailleurs. Il faut parler à ces experts, apprendre d'eux. Lisez mon article, c'est une critique d'un livre de Richard Nephew qui fera sans doute partie de la prochaine administration démocrate. C'est lui qui a conçu les premières vagues de sanctions contre l'Iran. Et dans son livre The Art of Sanctions, il se vantait d'avoir privé les Iraniens de niveaux records de poulet pendant Nowruz. Et c'est ça, selon lui, qui les a forcés à signer le JCPOA. Ils se vantaient d'avoir imposé des sanctions sur les pièces automobiles pour qu'ils ne puissent plus réparer leurs voitures. Ils se vantaient d'avoir sanctionné. Ah oui, et il a ajouté qu'il y avait une chose qu'il ne voulait surtout pas sanctionner et à laquelle il voulait garantir le plus d'accès possible, les appareils de communication. Et aujourd'hui, à Gaza, on voit arriver plein de téléphones portables, plein d'appareils de communication, mais personne ne peut obtenir de nourriture ni d'aide humanitaire. Ça montre bien ce qui se passe. Les sanctions, c'est une arme aussi meurtrière qu'une bombe nucléaire, qu'une frappe de JDAM. Et il faut le comprendre comme tel. D'accord, on a peut-être le temps pour 2 autres questions. On va aller par ici. Merci. J'ai trouvé votre témoignage particulièrement intéressant parce qu'il y a 18 ans, j'ai passé 5 semaines à voyager à travers l'Iran. C'était une période de relative libéralisation. Et tout ce que les gens disaient, que ce n'est pas ce qu'on imagine, que les gens sont incroyablement chaleureux, c'était vrai. On n'avait pas l'impression à ce moment-là d'être dans un état oppressif ou quelque chose de ce genre. Mais une chose était très claire. Même à cette époque, spontanément, dans les conversations dans la rue, les gens venaient vous parler pour se plaindre. Ils en avaient assez du régime. Que ce soit une femme, un chauffeur de taxi d'une 50aine d'années, ou une personne de 70 ans qui passait simplement dans la rue, c'était le même discours. Il y a donc ce désir qui couve depuis longtemps d'une plus grande libéralisation. C'est vrai que la République islamique, malgré tous ses abus ou ce qu'on veut, si on la compare à d'autres États alliés des États-Unis, comme l'Arabie saoudite, c'est sans doute un régime plus démocratique, si on veut faire ce genre de comparaison. Prenons justement l'Arabie saoudite. Mais ma question pour vous en particulier, c'est que ce qui m'a frappé en Iran, c'est cette histoire, depuis le milieu du XIXe siècle, d'efforts pour instaurer un régime plus libéral et plus démocratique, avec une séparation entre la religion et l'État. Il y avait un homme nommé Amir Kabir, conseiller du Shah au milieu du XIXe siècle. Il a essayé de mettre en place des réformes, mais il a été assassiné par des membres de la famille royale et par des ayatollahs. Ensuite, il y a eu ce qu'on a appelé la révolution constitutionnelle, au début des années 1900. Elle a commencé à Tabriz, dans le nord, où il y avait aussi ces tentatives de changement. Mais elle a été stoppée par les Russes. Alors, la question c'est de savoir si cette histoire, qui remonte au XIXe siècle, celle d'un Iran cherchant à devenir un État plus libéral, plus ouvert, plus démocratique, est quelque chose que vous avez rencontré d'une manière ou d'une autre au cours de vos différentes conversations et de vos visites en Iran avec les gens.
Yeah, I mean, sorry. Oui, enfin, désolé. Je pense que le grand point que beaucoup d'Américains ne voient pas, c'est que, d'accord, il y a beaucoup d'opposants à la République islamique en Iran, des millions, sans aucun doute. Et au-delà de ça, il y a aussi des critiques, des opposants au gouvernement. Le gouvernement élu actuel est impopulaire. Mais, à mon avis, la République islamique est aujourd'hui plus populaire qu'elle ne l'a jamais été. Et il n'y a peut-être pas de majorité, ni même de pluralité claire, en faveur d'une simple libéralisation du genre devenir comme l'Allemagne ou autre. D'ailleurs, l'Allemagne, en ce moment, devient un État de plus en plus autoritaire, si vous osez brandir un drapeau palestinien. Le problème, c'est l'économie. C'est bien l'économie, tout simplement. Et ça vaut aussi pour l'Iran. La vraie question, c'est à qui les gens en veulent. Qui tiennent-ils pour responsable de la situation économique? Beaucoup, vraiment beaucoup de gens accusent le gouvernement. Et pendant la guerre contre Daesh, par exemple, beaucoup accusaient aussi la propagande diffusée par Iran International, qui disait que le gouvernement gaspillait tout cet argent pour le Hezbollah et les forces de mobilisation populaire. De l'argent qui, selon eux, devrait aller à nos hôpitaux, à l'éducation, et que c'est pour ça que les gens sont pauvres. Et pendant ce temps-là, ils passaient sous silence les sanctions. Je veux dire, aussi ignorant que tu penses que les Américains soient à propos des sanctions, il y a beaucoup d'Iraniens qui ne voient pas vraiment le rôle de ces sanctions dans leur misère économique. En ce moment, les Iraniens font face à une crise d'inflation comme jamais auparavant et leurs revenus perdent de plus en plus de valeur. Et si tu fais partie de la classe moyenne, tu te dis, je travaille dur, j'ai réussi, j'ai un diplôme d'ingénieur, mais je ne peux même pas m'acheter une voiture neuve. Alors, à qui je vais en vouloir? Et bien sûr, il y a des problèmes de corruption. Donc forcément, il y a des gens juste devant toi à blâmer. Je ne pense pas que la question principale soit nos problèmes de société, même si c'en est un vrai aussi. Et la réalité, c'est que si tu sais où aller à Téhéran, tu peux trouver des soirées vraiment débridées. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire cette fois. Tous ceux qui ont aimé ça, eh bien, j'ai beaucoup de contacts différents. Il y a des gens qui ne soutiennent pas la République islamique, qui sont laïcs, et chez eux, ils ont tous de l'arak et du très bon vin fait maison. Franchement, ça a meilleur goût que le vin en cubis d'Ernest et Julio Gallo. J'ai entendu dire qu'il y avait là-bas une sorte de rave, un peu comme Burning Man. Ce n'est pas ouvert. Et comme c'est pas ouvert, on devrait les bombarder, non? C'est un peu ça la logique. Moi, je pense que les sanctions ont fait énormément de dégâts et qu'elles ont contribué à rendre le régime impopulaire. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il n'y aura plus de vrai débat ni de solution à ces divisions en Iran tant que la guerre ne sera pas terminée et que les Iraniens ne se sentiront pas en sécurité et souverains. Sur médaille de la fin de la guerre. L'Iran a donc réussi à pousser l'Empire américain à se retirer de ses bases situées tout autour de ses frontières. Ce qu'ils appellent la debasing, c'est en train de se produire. Selon vous, comment tout cela va-t-il se terminer sur le plan militaire? On a l'impression que l'Empire est en train de battre en retraite. Ils rappellent leurs avions, ils retirent leurs moyens, et à la place, ils tirent des HIMARS et des attaques MS plutôt que d'envoyer des avions. Pensez-vous que l'Iran ait une chance sur le champ de bataille? Je pense que oui. Et je vais vous dire pourquoi. On commence à voir clairement que du point de vue de l'armée iranienne ou des gardiens de la révolution,
à cause du retrait progressif des forces dans les États du Golfe et de la volonté, de plus en plus marquée mais discrète, de ces États d'accommoder la République islamique et de renouer des relations économiques, on voit les Émirats arabes unis recommencer à envoyer de l'argent à l'Iran. Les Saoudiens, eux, n'étaient pas à l'aise avec cette guerre. Ils risquent bien plus de déstabilisation qu'un pays comme les Émirats. La monarchie ionnie de Bahreïn pourrait être renversée. Plus de 40-50% de la population est chiite. Au Koweït, c'est environ 30%. Le Koweït continue de permettre aux États-Unis de mener des frappes de HIMARS contre l'Iran depuis son territoire. Mais pourquoi l'Iran attaque-t-il soudainement la Jordanie? C'est parce que la Jordanie, avec son roi à moitié britannique, aux yeux bleus, qui parle arabe avec un accent anglais et vient de la tribu hachémite, est en réalité une extension de la profondeur stratégique d'Israël et un lieu où sont regroupés les Palestiniens expulsés de leurs terres. Les bases militaires jordaniennes, ainsi que les bases américaines, constituent la dernière ligne de défense contre les missiles balistiques iraniens tirés vers des cibles en Israël. Cela offre à Israël une couche supplémentaire de protection, et l'Iran est en train de briser cette couche de protection en Jordanie. On voit que beaucoup de forces américaines ont été concentrées là-bas. Je ne sais pas si l'armée américaine était vraiment prête pour ces attaques, parce que l'Iran sait très bien qu'au final, les États-Unis vont devoir concentrer une grande partie de leur puissance aérienne à l'intérieur d'Israël, sur la base aérienne de Ramon et celle de Nevatim. Et Israël censure les informations sur les dégâts subis par ces bases lors du dernier conflit. On ne sait pas combien de F-35 ont pu être touchés sur la base de Nevatim. C'est strictement censuré. Ils sont mieux protégés là-bas que dans les pays du Golfe, parce qu'Israël dispose de plusieurs couches de défense aérienne et que c'est un pays plus petit, plus densément peuplé. Mais c'est à peu près la direction que vont prendre la puissance aérienne américaine et l'armée des États-Unis. Et ça nous aide à comprendre pourquoi les armées américaines et israéliennes sont en train de se rapprocher. En réalité, il n'y a plus vraiment d'autre endroit où les États-Unis puissent aller en dehors d'Israël. En ce moment, il y a tellement de puissance aérienne américaine concentrée en Israël qu'on n'autorise même plus les avions américains à se poser à l'aéroport Ben Gurion, parce qu'ils empêchent les avions civils de décoller. Et en plus, ils utilisent les civils israéliens comme boucliers humains, ce qui correspond à la stratégie israélienne non officielle. Donc, c'est comme ça que je vois les choses évoluer. Et au bout du compte, le dernier affrontement, le champ de bataille final, c'est Israël. Désolée, j'ai une question pour clarifier. Oui, juste pour être sûr, j'ai bien entendu. Vous avez dit que le gouvernement élu est impopulaire? C'est de plus en plus impopulaire. Vous pouvez préciser ce que vous voulez dire? Parce que le dernier sondage montre que Peskov, par exemple, Peskov et Volodine, le président du Parlement, font partie des personnalités les plus, enfin vraiment parmi les plus populaires. Les plus populaires, oui. Comment il s'appelle déjà? Il y a un gars à l'université du Maryland, un sondeur, tu le connais? Oui, j'aimerais bien voir ces derniers sondages, mais c'est ce que j'avais compris la dernière fois que j'ai vérifié, il y a 2 semaines. Mais je peux me tromper. De quel sondage tu parles exactement? D'accord. Eh bien, je publierai le sondage sur Twitter si je me suis trompé. Parce qu'en gros, quand on parle avec les gens, on sent que la colère vise davantage le gouvernement élu que le clergé, à ce stade, à cause des négociations. Et je crois que ça conclut notre échange.
Merci. Merci beaucoup. Thank you. Je sais que vous avez beaucoup de followers ici, mais est-ce que vous pouvez expliquer aux gens comment vous suivre sur les différentes plateformes? It's the gray zone, and I just wanted to make one other comment, which is they're coming for Je voulais juste ajouter une chose. they're Ils coming viennent pour for nous. all of us. Ils viennent pour nous Did you read the tous. State Department? Vous avez lu la liste sur l'intelligence artificielle publiée par le département d'État? On dirait une reprise mot pour mot de tous les pamphlets écrits par David Horowitz et Front Page Mag. Ils y désignent des membres du mouvement anti-guerre comme des menaces pour la sécurité nationale. On peut en rire, on peut en faire des blagues, mais à mon avis, il faut le prendre très au sérieux. C'est une démarche inconstitutionnelle qui vise à démanteler ceux qui se mettent en travers de cette machine de guerre détestée, de plus en plus psychotique et avide. Et il faut qu'on montre notre unité. Il y a beaucoup de divisions, beaucoup de désaccords, mais on ne peut pas se permettre que ça nous divise maintenant. Il faut qu'on s'unisse contre ça. C'est sur ce point que je veux conclure. That's all. That's how I want to close. Merci. On a quelques livres de Max en vente à la librairie, si vous voulez en prendre un. Si tu pouvais les dédicacer pour les gens, Max, ce serait super. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. À très bientôt. Merci Andy, merci beaucoup.